C'est vrai que ces mémoriaux qui apparaissent, ces mémoriaux éphémères, ces mémoriaux populaires, comme on les appelle aussi, qui apparaissent juste après un attentat, souvent dans les premières heures, les premiers jours qui suivent, relèvent d'une première forme en fait de commémoration immédiate et populaire, qui témoigne du fait que l'attentat fait événement sur le plan social, touche les gens bien au-delà de ceux qui en sont directement victimes ou témoins, et que donc ça s'inscrit quelque part dans la mémoire collective. Mais simplement, ces mémoriaux sont aussi des mémoriaux qui sont faits effectivement de choses qui sont par définition éphémères, vouées à se perdre. Des fleurs, ça se fane, des petits bouts de papier sur lesquels on met des mots adressés aux victimes, ça peut aussi, quand c'est exposé à la pluie, au soleil, ça peut se dégrader. Les bougies qui peuvent être déposées aussi là, elles ont vocation à fondre et à disparaître. Et donc ces mémoriaux, ils ont qu'un temps, alors selon les attentats, et après Nice, ça a duré plusieurs semaines, plusieurs mois, mais en fait très vite se pose la question, donc effectivement, de comment est-ce qu'on passe de ces mémoriaux éphémères à des mémoriaux qui sont plus durables. Et c'est une question qui se pose avant tout au pouvoir public et puis qui implique aussi les victimes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours ce passage d'un mémorial éphémère à un mémorial durable sous la forme d'un monument, d'une plaque, ce genre de choses. Il faut que les victimes le souhaitent. Après l'attentat du marathon de Boston, par exemple, en 2013, 2 ans après, on avait posé la question au maire il n'y a toujours pas un mémorial permanent, et le maire avait répondu, mais en fait, il n'est pas évident qu'il y en ait un. En fait, ça dépend de ce que veulent les victimes. On ne va pas forcément leur imposer. Il est vrai qu'aujourd'hui, assez fréquemment, les victimes le souhaitent. Ça a été le cas à Nice. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, se posent généralement 2 questions. Celle du lieu de ce mémorial durable, et puis celle de son contenu aussi, de la forme qu'il doit prendre. Parce que les mémoriaux éphémères, eux, ils apparaissent spontanément au plus près de là où l'attentat s'est produit, où les gens sont morts. C'est une sorte de marquage mémoriel du lieu de la mort, du lieu de l'événement. Mais installer à ce même endroit, là précisément, ensuite un lieu de mémoire qui soit pérenne, qui soit durable, ça ne va pas forcément de soi. Typiquement à Nice, la question s'est d'abord posée de savoir si on ne mettrait pas plutôt un mémorial sur les hauteurs de Nice, parce que la promenade des Anglais, c'est aussi un lieu touristique, et donc ça a posé question d'envisager de mettre là un mémorial qui rappelle les morts qui se sont produites ici, qui le rappellent durablement. C'est pour ça que ça a pris aussi un certain temps. L'Ange de l'abbé, c'est une statue, un mémorial qui a été inauguré en 2022. Donc 6 ans après l'attentat du 14 juillet. Et puis la question du contenu, donc il peut y avoir des cas où en fait le contenu du mémorial pérenne, durable, fait directement écho au mémorial éphémère. Je pense par exemple au mémorial qui a été créé à la suite des attentats du 11 mars 2004 à Madrid, les attentats de la gare d'Atocha. Le monument qui a été créé en face de la gare d'Atocha, qui a été inauguré en 2007, c'était un monument qui incluait en fait une reproduction d'une sélection de messages qui avaient été adressés aux victimes, et au départ des messages qui avaient été déposés sur des bouts de papier dans l'enceinte de la gare ou directement inscrits à même les murs. Donc voilà, tous ces petits messages-là de nature éphémère avaient été à l'époque collectés, archivés, et puis à partir de ces documents, une sélection avait été faite et le mémorial avait intégré ces éléments, ce qui donne un élément très concret de continuité entre le mémorial éphémère et puis le mémorial pérenne. Alors il y a déjà une grammaire qui est commune, une grammaire du deuil dans les sociétés occidentales contemporaines, avec des invariants du deuil qu'on retrouve dans tous ces mémoriaux qui prennent forme d'ailleurs aussi bien après des attentats terroristes qu'après des tueries ou des accidents collectifs, des tueries scolaires par exemple aux États-Unis. On retrouve à chaque fois donc des choses qui sont communes, quelles que soient les circonstances de l'événement, comme des fleurs, des bougies, des photos des victimes qui sont déposées là de la part de personnes qui les connaissaient, des messages qui leur sont adressés, des petits bouts de papier. Ça, c'est la base même de ces mémoriaux qui apparaissent en situation de deuil collectif. Des ours en peluche aussi, assez fréquemment, comme marque d'affection adressée aux victimes, surtout quand les victimes sont jeunes, donc après les tueries scolaires, ou après l'attentat de Nice, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes, d'enfants parmi les victimes de l'attentat. Donc il y a d'abord ça, et puis après, il y a des contenus qui sont plus spécifiques et qui renvoient aux circonstances de chacun des événements. Par exemple, après l'attentat du marathon de Boston en 2013, dans le mémorial, les gens viennent déposer des chaussures de running, puisque c'est dans les circonstances d'un marathon que l'attentat s'est produit. À Nice, par exemple, c'est les galets, puisqu'on est sur la promenade des Anglais, il y a la plage qui est juste de l'autre côté, des gens qui d'ailleurs, au moment de l'attentat, sautent sur la plage pour essayer d'échapper au camion bélier. Et donc des galets aussi que les gens ont pris, et sur lesquels des petits messages, des petits dessins ont pu être inscrits en hommage aux victimes. Donc des spécificités comme ça qu'on retrouve dans ces mémoriaux, donc à Nice comme ailleurs, qui tiennent aux singularités de l'événement. Et puis à Nice, il y avait aussi quelque chose de très singulier pour le coup, qui sont là aussi liés aux circonstances, c'est la colère
populaire qui s'exprimait dans ce mémorial, une colère adressée à la fois au pouvoir public et adressée aux terroristes. Parce que d'abord, elle dit que cette colère, elle tient aux circonstances de l'attentat de Nice, parce que c'est un jour de fête nationale. Et donc il y avait des messages là déposés qui disaient très explicitement comment est-ce possible d'avoir un attentat en France un jour de fête nationale, un 14 juillet. S'il y a bien un jour où il ne devrait pas se produire ce genre de choses, c'est le jour de la fête nationale. Et puis parce qu'en plus, élément aggravant, ça venait après les attentats de 2015. On est quelques mois après les attentats de janvier, de novembre 2015, donc il y a un effet de répétition, un effet d'accumulation qui fait que la colère populaire est très exacerbée. C'est-à-dire que les gens se disent comment c'est possible un 14 juillet, mais comment c'est possible en plus après ce qu'on a vécu l'année dernière. Donc voilà, avec des messages qui interpellent très directement les pouvoirs publics, le président, etc. Et en même temps que une colère qui s'adresse aussi aux terroristes, parce qu'on est dans des circonstances où en plus il y a aussi parmi les victimes beaucoup d'enfants. Et donc il y a eu quelque chose d'assez unique à Nice, c'est ce que avec d'autres chercheurs on a pu appeler un anti-mémorial, c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement eu un mémorial pour les victimes, en hommage aux victimes qui s'est créé spontanément, mais il y a aussi à l'endroit même où le terroriste a été abattu, aux abords de cet endroit-là, des gens qui sont venus déposer des immondices, des ordures, des crachats, un anti-mémorial vraiment à l'endroit où le terroriste était mort, dans les tout premiers jours évidemment, et ensuite ça a disparu, et ça c'est vraiment assez spécifique à ce qui s'est passé à Nice en 2016. Oui, c'est vrai que le 10e anniversaire d'un attentat est toujours un moment important. Ça, c'est quelque chose qui est très largement documenté. Dans le cas des sociétés occidentales contemporaines, qui ont été confrontées à un certain nombre d'attentats de masse, islamistes ou autres, pas uniquement, mais qui ont marqué ces sociétés, on sait qu'il y a des temps forts dans le processus de mémorialisation qui suit ces événements terroristes. Donc il y a le premier anniversaire, toujours, qui est un moment fort. Le deuxième aussi bien souvent, puis après on commence à rentrer un peu dans un creux jusqu'au 5e anniversaire, et puis après vraiment du 5e au 10e. Et le 10e marque vraiment un tournant parce que souvent, y compris pour les victimes, c'est un peu le moment où on tend à tourner la page, on a avancé dans la vie, c'est écoulé une décennie, des victimes qui étaient jeunes, célibataires, sans enfants, 10 ans après peuvent être mariées avec des enfants, et puis souvent, quand il y a pu y avoir un procès, le procès il s'est tenu dans ce laps de temps, c'est pas toujours le cas 5 ans après, mais quand on en est au 10e anniversaire, le procès généralement a eu lieu, les coupables ont été condamnés, et donc à partir du 10e anniversaire, on bascule vraiment dans autre chose jusqu'au 20e anniversaire, une décennie après, et où là c'est un changement de génération qui s'opère, parce que 20 ans c'est une génération, on s'adresse à ceux qui sont des jeunes adultes et qui étaient pas nés ou venaient tout juste de naître, ont pas un souvenir direct de l'événement. Il y a le cas du 11 mars 2004 à Madrid, qui à l'époque, donc ça reste le principal attentat perpétré en Europe en termes de nombre de morts. C'est pour ça d'ailleurs que la journée nationale en hommage aux victimes du terrorisme en France a lieu le 11 mars, à la date du 11 mars, parce que ce sont plus de 190 morts et donc c'est plus que le 13 novembre 2015. À l'époque, l'événement avait été qualifié de 11 septembre espagnol, justement, de 11 septembre européen aussi, ça faisait la une des journaux français. Donc ça dit bien la magnitude de l'événement à l'époque où on le vit. Et avec des mémoriaux éphémères à l'époque qui du coup envahissent la gare Atocha à Madrid pendant plusieurs mois, mais qu'on trouve aussi devant l'ambassade de France, l'ambassade d'Espagne à Paris. Et donc aujourd'hui, on est 20 ans après, et ce 11 mars 2004 à Madrid, la plupart des Français l'ont oublié, l'ont pas présent à l'esprit. Raison pour laquelle bien souvent les gens s'interrogent justement sur pourquoi est-ce que c'est le 11 mars qu'on a une journée nationale en France d'hommage aux victimes du terrorisme. Quand un attentat fait événement, il y a une mémoire collective qui se crée, d'abord des victimes, de ceux qui l'ont vécu, mais qui l'ont vécu aussi à distance, au travers des médias, et qui peuvent en parler à leurs enfants, à leurs élèves, aux gens autour d'eux. Mais une fois qu'on passe ce premier temps de ceux qui l'ont vécu, qui en ont eu l'expérience, si on veut que la mémoire se perpétue, il faut qu'il y ait une mémoire publique. Pour en revenir à l'attentat de Nice, on en est à ce moment de bascule-là. Dans le cadre du programme de recherche 13 novembre qui étudie justement l'évolution de la mémoire des attentats, du 13 novembre 2015 principalement, mais incidemment des autres aussi qui ont eu lieu, qui ont frappé la France dans la même séquence, ceux de janvier 2015 avec Charlie Hebdo et ceux de Nice aussi avec le 14 juillet 2016, on a pu voir, dans le cadre de ce programme de recherche, il y a une étude par sondage qui a été faite auprès des Français régulièrement depuis 10 ans, en partenariat avec le Crédoc, et on voyait bien comment dans les premières vagues d'enquête, 2016, 2017, quand on demande aux Français quels sont les attentats qui les ont le plus marqués, l'attentat de Nice est présent. Il n'est pas extrêmement présent, mais il est présent.
au fur et à mesure que le temps s'est écoulé, il a disparu. Donc je pense qu'aujourd'hui, en 2026, beaucoup de Français ne se souviennent plus de ce qui s'est passé le 14 juillet 2016 à Nice. Si on leur parle de l'attentat de Nice, ils vont pas forcément avoir ça très directement présent à l'esprit. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas une mémoire collective, et notamment au niveau local, dans les Alpes-Maritimes, à Nice, ça reste un événement très marquant, très important, mais à un niveau plus national, c'est quelque chose de moins présent. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une mémoire publique qui permette d'instituer le souvenir de ce qui s'est passé à l'échelle de la communauté nationale. Déjà, en fait, les mémoriaux éphémères, qui sont donc une première forme de commémoration immédiate, déjà, elles ont cette fonction, cette utilité sociale-là, pas tant pour les victimes que pour la population en général qui est choquée par l'événement, qui se sent spontanément en compassion et en solidarité avec les victimes. C'est-à-dire que l'événement se produit et le fait d'avoir ce geste, aller déposer une fleur, aller déposer une bougie, un petit mot pour les victimes, c'est un rituel, une forme de tradition on pourrait dire, qui nous permet de ne pas rester impuissant, de ne pas rester sans rien faire. Bien souvent dans ces circonstances-là, voilà, on se sent impuissant, on se dit j'ai pas les mots et en même temps on voudrait faire quelque chose. Donc voilà, juste se conformer au rituel, c'est ce qu'apporte la vie collective en fait, la vie en société. Il y a des circonstances comme ça où des rituels, des traditions, ce qui relève du collectif s'impose à nous, transcende un peu les individus et leurs intentions. Et donc voilà, c'est vraiment là quelque part la vie collective qui pousse à ce geste-là, et c'est d'abord donc de ce point de vue-là utile pour les personnes qui ne sont pas directement concernées ou impactées. Parce que dans ces circonstances-là, bien souvent, j'ai souvent eu l'occasion d'ailleurs d'en discuter avec des victimes, les victimes elles sont ailleurs, c'est pas les mémoriaux éphémères qui se créent, concernent pas les victimes et les proches des victimes qui à ce moment-là sont juste occupés à gérer ce qui vient de leur arriver, qui vient totalement bouleverser leur vie. Pour elles, c'est plus effectivement, dans un second temps, les cérémonies commémoratives qui relèvent de la mémoire publique, qui peuvent avoir un rôle. Et là, les choses sont un peu différentes, c'est-à-dire que ça dépend aussi du vécu de chacun. Si on parle de personnes qui ont été endeuillées, de personnes qui ont été blessées physiquement, qui ont été blessées psychiquement, certains dans les premiers mois sont encore, après le 13 novembre, après le 14 juillet 2016 à Nice, certains dans les toutes premières commémorations, premier anniversaire, sont encore convalescents, sont encore à l'hôpital, donc sont pas en mesure de prendre part aux cérémonies. Et donc, il y a certaines victimes qui sont très impliquées dans ces cérémonies commémoratives dans les premiers temps, parce que ça leur est utile, comme elles peuvent être aussi dans ces premiers temps très impliquées aussi dans les collectifs qui se forment, les associations de victimes, ça leur permet de se reconstruire, d'avancer. Et puis, quand un certain temps s'est écoulé, par exemple, le 10e anniversaire, ça peut être le moment pour elle de dire bon ben voilà, moi maintenant pour moi la page se tourne, j'étais très impliqué dans tout ça pendant 10 ans, ça m'a permis de dépasser ce qui m'avait impacté, puis maintenant je vais pouvoir tourner la page aussi et aller vers d'autres choses. Et donc voilà, ça peut être des personnes qui ensuite ne vont plus, même s'ils continuent à avoir des cérémonies commémoratives qui n'y participent plus, mais l'inverse existe aussi. Des personnes qui dans les premiers temps se tiennent à distance des collectifs, des associations de victimes, ne vont pas aux cérémonies même si elles y sont invitées, et puis qui à partir du 5e ou à l'occasion du 10e anniversaire se disent que là par contre pour elles c'est important, elles en ont besoin. Voilà, il n'y a pas autant de parcours évidemment que d'individus, mais il y a des différences selon ce que les unes et les autres ont vécu. Et donc voilà, ces cérémonies commémoratives, elles ont cette utilité là aussi pour elles. Ça leur permet à la fois de faire collectif et de traverser ce qu'elles ont subi ce qu'elles ont vécu sur un plan individuel. Pour les victimes aussi, ce qu'il faut voir, c'est que les commémorations, les cérémonies commémoratives qui s'organisent, donc qui relèvent de la mémoire publique, ça peut aussi parfois être l'occasion de faire porter des revendications. En fait. Ça, on l'observe après, pas uniquement après l'attentat de Nice, mais tous les attentats qui ont eu lieu en Occident et sur lesquels des sociologues ont pu travailler. On voit que les cérémonies commémoratives, les victimes, ils participent pas simplement pour participer au recueillement, ou ça peut être l'occasion de porter des revendications, notamment quand on estime que toute la justice n'a pas été faite, ou toute la lumière n'a pas été faite sur les circonstances de l'attentat. Donc ça peut être une occasion d'interpeller les pouvoirs publics, ces cérémonies commémoratives. Et puis, il faut bien distinguer aussi le fait que des fois, les collectifs de victimes, les associations de victimes organisent elles-mêmes leurs propres actes commémoratifs. La mémoire publique d'un attentat est un sujet d'étude en soi, si on la distingue de la mémoire collective comme je l'évoquais tout à l'heure. Dans le domaine de la mémoire publique, il y a les cérémonies de commémoration qui peuvent être organisées par les pouvoirs publics. Donc voilà, dans le cadre des attentats du 13 novembre 2015 par exemple, la ville de Paris, le gouvernement, etc. Et pareil pour Nice. Mais il y a aussi celles qui sont organisées par les collectifs de victimes. Et donc il arrive en plus qu'il y ait plusieurs collectifs et que chaque collectif organise ses propres actes commémoratifs. Ça fait partie des choses qu'étudient les sociologues de la mémoire en tant que telles, ces concurrences qui peuvent s'observer, surtout dans les premières années, là encore dans la première décennie, entre différentes commémorations, les commémorations officielles, celles de chacun des collectifs à la date d'anniversaire d'un attentat.
C'est pas forcément à moi de dire quelles sont les bonnes ou les mauvaises formes de mémorialisation. Le travail d'un sociologue en fait consiste à décrypter en fait ces différentes formes de mémorialisation, comprendre comment elles s'articulent les unes aux autres et donc essayer de mettre au clair les choses pour nous permettre de comprendre ce qui se joue, parce que ce sont des processus sociaux dans lesquels on est pris. On est pris quand on est victime, proche de victime des attentats, mais dans lesquels on est aussi pris en tant que membre de la société pour qui ces événements sont importants et font l'objet d'un débat, de discours publics, font la une des journaux, etc. Et donc là, de ce point de vue-là, ce qui est certain, c'est que la mémoire collective à elle seule ne suffit pas. Il y a vraiment cette distinction que je faisais entre mémoire collective et mémoire publique. Et donc, dans un cas comme celui de l'attentat de Nice, il est indéniable qu'il y a une mémoire collective et même plusieurs mémoires collectives, parce qu'il y a autant de mémoires collectives que de groupes qui ont été impactés par ces attentats. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la mémoire collective des personnes qui étaient sur la promenade des Anglais ce soir-là, qui ont été directement victimes de l'attentat et la mémoire de leurs proches. Mais il y a aussi la mémoire de ceux qui sont intervenus, des secouristes, des gens qui travaillent dans les hôpitaux ce soir-là. Comme pour le 11 septembre, il y a une mémoire très spécifique des pompiers à New York de ces attentats-là, qui n'est pas la même que la mémoire collective qu'en ont les victimes, ou que nous, on peut avoir de ces attentats du 11 septembre, en les ayant vécus depuis la France. Et donc, quand on passe le 10e anniversaire, et qu'on en vient donc après à se tourner vers effectivement ces générations futures d'enfants pour qui ces événements relèvent de l'histoire, de choses dont ils n'ont pas eux-mêmes un premier souvenir, là, effectivement, ce qui compte, c'est d'avoir une mémoire publique. Et donc, voilà, si on considère que le 14 juillet 2016, un attentat survenu à Nice, le jour de la fête nationale, est un événement qui importe sur le plan national, il importe d'en avoir une mémoire publique, qui soit une mémoire publique pas simplement locale mais nationale. Et c'est là où par exemple le fait qu'un tel événement ait toute sa place dans l'exposition du musée mémorial, du futur musée mémorial du terrorisme, compte de la même manière que le fait que cet événement puisse trouver sa place dans des programmes scolaires par exemple. C'est là que se joue précisément le fait que l'événement puisse avoir une portée sur le plan de la mémoire publique à l'échelle nationale et pas simplement une mémoire collective locale au niveau de ceux qui l'ont vécu et qui peuvent en parler à leurs proches, à leurs enfants, etc. Le rôle des sciences sociales, dans ce domaine-là, comme dans tous les autres, je dirais, ici comme ailleurs, c'est de produire des connaissances. Et donc là, en matière de réaction sociale aux attentats et de mémorialisation des attentats dans nos sociétés, c'est de nous aider à mieux comprendre ce qui se joue, à faire sens de ce processus. Et donc là, en l'occurrence, démêler comment s'articulent les formes de mémorialisation immédiate avec les mémoriaux éphémères, comment ça s'articule ensuite aux mémoriaux plus durables qu'on peut vouloir créer. Très concrètement, ça peut être aussi, là, le rôle d'un chercheur en sciences sociales, c'est de produire de la connaissance, et de la connaissance qui est très directement utile. Donc ça peut être aussi aider les victimes à former une volonté, un vœu, essayer de faire sens de ce qu'ils peuvent vouloir souhaiter en termes de mémorial durable. Ça peut aider les pouvoirs publics à concevoir un projet de mémorial. Là, en l'occurrence, les deux peuvent se rejoindre, c'est-à-dire que dans le cas d'un projet comme le musée mémorial du terrorisme, où on peut considérer qu'effectivement, un événement comme le 14 juillet 2016 doit avoir toute sa place dans l'exposition permanente, le rôle des chercheurs en sciences sociales, c'est aussi de produire des connaissances qui ont vocation ensuite, du coup, à être traduites sur le plan muséal. Moi, je crois beaucoup à cette idée que dans ces circonstances-là, face à des événements comme les attaques terroristes, le rôle des sciences sociales, c'est de contribuer à une intelligence collective de ce qui nous arrive dans ces moments-là, une intelligence collective des situations post-attentat, de manière à ce que, quand ce type d'événement se reproduit, parce que malheureusement, ils se produisent régulièrement, le terrorisme est un phénomène sociopolitique, en fait, qui est concomitant de l'émergence de nos sociétés modernes, démocratiques, et qui va avec l'émergence des sciences sociales, en fait. Les premiers attentats à l'aveugle des anarchistes fin 19e, et ça coïncide complètement avec l'apparition aussi des sciences sociales. Et donc voilà, les sciences sociales, elles ont cette fonction aussi là de nous aider à faire sens de ce qui nous arrive quand on est confronté à ce type d'attaque, de manière à ce qu'on ne perde pas trop en lucidité. On est pris dans des emballements collectifs dans ces circonstances-là, et ça peut aviver certaines tensions sociales, ça peut hystériser certains débats publics, et donc le rôle des sciences sociales là, c'est de nous aider à y voir plus clair, à rester pas du tout indifférent à l'événement, c'est pas du tout ça l'enjeu, parce que les événements nous touchent, mais justement de comprendre quand ils nous touchent ce qui se passe, ce que ça produit socialement, et de manière à pouvoir accompagner aussi ces processus de mémorialisation à la suite de ces événements sur le temps long.